notre nouveau rendez-vous que nous avons décidé d'appeler Elisabeth Lévy. Et oui, c'est vous qui êtes là aujourd'hui dans le studio d'Atlantico, Atlanticoseur. Atlanticoseur, et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, ce sera toujours moi. Ce sera toujours vous, il n'y a personne d'autre? Ah non, si, ça peut être d'autres gens de causeurs, mais ce sera toujours causeur. Voilà, et comment on a décidé de l'appeler, vous alliez le dire. C'est ni pour ni contre. Bien au contraire. Voilà. Mais pourquoi avons-nous décidé de l'appeler ni pour ni contre, bien au contraire? Voilà, je crois qu'on va laisser nos auditeurs le découvrir par eux-mêmes. Oui, mais je crois quand même que l'idée, c'était qu'on pouvait tout se dire et qu'on n'était pas obligé d'avoir un avis en noir ou blanc, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Voilà. On peut être partagé, vous êtes partagé des fois. Moi, je suis très souvent partagée. Vous êtes macroniste en réalité. Ce qui est peut-être une forme de lâcheté. Non, mais parce que moi, j'en ai assez des débats où on a l'impression que les gens ont un bouton pour aller, un bouton pour revenir. Soit on est contre Trump, soit on est pour. Dans un cas, on est nazi et dans l'autre cas, je ne sais plus. Mais en tous les cas, ça ne donne pas des débats intéressants. Et nous, on aime bien le frotti-frotta des idées. Mais exactement, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de conversations, parfois devant des caméras, mais aussi souvent en dehors des caméras, et qu'on s'est dit que peut-être il y avait des choses que nous disions qui étaient intéressantes de temps en temps. Bon, moi, en tous les cas, j'aime bien le mélange de l'amitié, du débat, de la dispute. Voilà, j'aime bien ce mélange. Alors, disputons-nous. Un premier sujet de dispute. On s'est dit qu'on allait parler aujourd'hui des No Kids, cet espace que la SNCF a inventé. Mais il n'y a pas que la SNCF, puisqu'il y a aussi un certain nombre de clubs de vacances maintenant, d'endroits qui ne veulent pas voir débouler de charmants bambins ou d'horribles bambins. D'ailleurs, peut-être de l'affaire Epstein. Il y a eu des nouveaux documents, vous avez vu ça, qui ont été publiés aux États-Unis. 3,5 millions de documents nouveaux publiés sur les archives de Jeffrey Epstein, puis peut-être de Donald Trump par association d'idées. Oui, alors vous allez m'instruire sur ce sujet, mais déjà, moi, je suis assez fascinée et quand même inquiète de cette abondance de documents qui circulent en permanence, les leaks de ceci et de cela. C'est-à-dire que, alors dans le cas d'Epstein, c'est certainement très bien. La justice fait par ailleurs son travail, je crois. Mais c'est aussi la fin de quelque chose qui, à mon avis, va avec la civilisation. C'est quand même une partie de secret. On doit encore avoir des parties de quant à soi. Alors, pas pour cacher des crimes et des turpitudes, mais simplement une partie de quant à soi. Vous avez peur d'être dans les emails de Jeffrey Epstein? Mais alors là, je crois que non. Je crois que je n'y suis pas. En tout cas, vous n'êtes pas discipliné, puisqu'on a dit qu'on commençait par les No Kids. C'est vrai, allez-y. Mais non, c'est vous qui êtes pour les zones No Kids. Ah bah oui, en tous les cas. Alors, d'abord, je parle juste déjà de celle de la SNCF. Je ne comprends même pas le scandale. C'est d'ailleurs pas la SNCF qui a appelé ça No Kids, mais ma théorie, c'est que dès qu'on dit le mot enfant, plus personne ne peut penser. Alors d'ailleurs, un jour, sur un autre sujet, Pascal Praud m'a dit « Mais vous n'avez pas d'enfant, c'est pour ça que vous pensez comme ça. » Alors peut-être que comme je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de cœur et que ça me permet de réfléchir. Voilà. Et la première chose, c'est que... ça vous fait rire, bah oui. Vous êtes sûr que vous avez un cœur, Elisabeth. Vous êtes aveuglé par vos sentiments paternels, vous êtes aveuglé par tout ça. Donc je suis très sensible à la natalité, je suis pour les enfants des autres, hein, absolument. Et mais pas dans le même wagon. Je vous le rassure, aucune détestation des enfants. Maintenant, il se trouve que d'un point de vue concret, mais ça je pense que tout le monde peut le comprendre, il y a dans le train des gens à qui il arrive de travailler. Et que, oui, le travail doit être, si possible, l'espace de travail en général, sauf quand vous êtes prof, eh bien c'est un espace où il ne doit pas y avoir d'enfants, car les enfants vous détournent de votre travail. De la même façon, je ne vous demande pas d'aller vous installer dans les classes de maternelle avec vos enfants pour jouer à faire des cubes. Donc, chacun, il doit y avoir des espaces de séparation. Et quand on me dit société inclusive, j'ai l'impression qu'on doit tous être collés tout le temps. Il y a des espaces de séparation entre les générations. Ça me paraît tout à fait légitime. Non, là, je suis sérieuse. Et je ne sache pas que la liberté des adultes d'avoir une vie d'adulte, ce qui veut dire aussi que les enfants ont une vie d'enfant, entrave la natalité. Moi, je vais vous dire, je trouve qu'il y a une continuité entre ces espaces-là et l'euthanasie. Parce que le lien que moi j'y vois, c'est qu'on est une société qui veut vivre dans le confort. Tout ce qui nous dérange, on veut le mettre de côté. Tout ce qui peut justement faire du bruit, tout ce qui attire notre attention sur le fait que la vie, c'est parfois pas facile, soit parce qu'on a des enfants indisciplinés, soit parce que y a la déchéance, la vieillesse, et qu'on est une société qui de plus en plus... Mais c'est pas tant sur les wagons de la SNCF, je comprends votre argument sur le fait de vouloir travailler tranquille. À mon avis, rien que le prix des billets en première, déjà, non,
vous allez me dire, on peut vouloir travailler sans être en première, dissuade déjà les familles. Et par ailleurs, on peut être en première. Vous savez qu'on n'est pas forcément pauvre quand on a des enfants. On peut être en première avec des enfants. Non, mais je vous assure que même sans être pauvre, quand vous regardez les tarifs pour se déplacer en famille dans la SNCF, c'est quand même assez dissuasif. Mais surtout, il y a d'autres gens qui peuvent être dérangeants dans les trains. Il n'y a pas que les enfants. Moi, ce qui me fascine, c'est cette focalisation sur les enfants. Parce qu'encore une fois, elle est à la SNCF, mais elle n'est pas que à la SNCF. Elle est dans les hôtels, elle est dans les clubs de vacances. Et c'est comme si le bruit, c'est comme si le fait d'avoir justement des gens qui ne sont pas totalement sous contrôle, c'était plus acceptable. Mais ce n'est pas une question de gens totalement sous contrôle, c'est que vous n'avez pas répondu, j'entends bien votre argument, il ne faudrait pas que ça devienne compliqué pour des familles avec enfants d'aller à l'hôtel. S'il y a, par exemple, facto, quand les gens qui vont dans des clubs de vacances, spontanément, s'ils n'ont pas d'enfants, ils ne vont pas prendre le club où il y a le club Mickey ou le club machin pour s'occuper des enfants. Alors bien sûr, il n'y aura pas écrit pas d'enfants. Simplement, ils vont essayer d'aller dans un endroit où effectivement les rythmes de vie sont plus adaptés à ceux d'adultes. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les enfants. Vous pouvez avoir vous-même des enfants. Mais on a le droit de ne pas aimer les enfants par ailleurs. Non, mais vous pouvez. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait accepter. Moi, il faut être logique. Moi, je compte sur vos enfants pour payer ma retraite. Donc, non, mais blague à part, je suis pour la puissance de la France. Je suis pour aussi, donc je sais très bien que ça passe aussi par la natalité. Donc après, les choix individuels, c'est tout à fait autre chose. Mais donc je suis sensible à ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose, une force qui conspire dans notre société à éradiquer toutes les séparations. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de différence entre le maître et l'élève, par exemple. Il faut tout mettre sur le même plan. Eh bien, moi, je crois il est très important, par exemple, que l'école soit un lieu préservé des pressions de la société, des pressions parentales. Les parents ne devraient pas y entrer à l'école. Ça ne veut pas dire que c'est une société anti-parents. Donc, quand il y a... Alors, je vous concède que pour les vacances, votre argument peut tenir la route, qu'on ne veuille pas être importuné, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans une piscine avec des mots. Ça fait beaucoup de bruit. Si vous essayez de lire, par exemple. Je pense qu'on peut tous avoir en tête des exemples de piscines, notamment l'été dernier, où c'était quand même plutôt des jeunes adultes qui foutaient le bordel que des jeunes enfants. C'est vrai, et toc. Mais moi, je comprends votre point sur la séparation. Je suis d'accord avec vous. On doit pouvoir accepter des séparations, à commencer par celle du maître et de l'élève, évidemment, ou de l'adulte et de l'enfant, parce que c'est ça qui se cache aussi derrière. C'est que là, en quelque sorte, c'est comme si les enfants étaient forcément indisciplinés, comme s'ils étaient forcément mal éduqués, alors que tout le monde sait qu'il suffit de leur filer un écran pour qu'ils se taisent pendant des heures. Mais voilà, vous êtes pour TikTok, là. Hein. Non, c'est un autre débat. Mais oui, je suis totalement contre l'interdiction des réseaux sociaux. On pourra en dire un mot quand même. Oui, on pourra en dire un mot. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je le vois par l'autre bout. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous, on doit pouvoir assumer des espaces de séparation ou de hiérarchie ou de priorité, et tout ne se vaut pas dans une société où tous les besoins ou toutes les demandes à un instant T ne se valent pas. Mais pris dans l'autre sens, moi j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers une société qui justement essaye de se protéger, mais ça vaut à tout point de vue. C'est comme les quartiers où on se met à l'abri, la capacité à se mettre à l'abri, et que finalement on est rentré dans une logique, ce que je vous disais, une société qui est obsédée en premier lieu par son confort, alors que de toute façon, par principe, la vie, c'est l'inconfort. Voilà, sur la vie, c'est l'inconfort, vous m'avez séché, je vous rends ce point. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien avec l'euthanasie et qui n'est pas que artificiel, parce que c'est la même chose. Nous ne voulons pas voir ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange, ce qui nous ennuie, ce qui nous agace, ce qu'on ne sait pas gérer, parce qu'émotionnellement, peut-être on ne sait pas le gérer aussi. Et c'est vrai que gérer des enfants, parfois, c'est difficile. Non, mais on ne veut pas non plus, je vous signale qu'on a exactement ce même regard, cette espèce de volonté de supprimer tout ce qui dépasse quand on regarde les choses de la sexualité et on ne veut absolument pas voir qu'en général c'est un peu plus trouble que ce qu'on voudrait par principe, nous expliquer. Le désir se construit sur la zone de trouble. Et donc là-dessus je suis d'accord sur l'euthanasie. Il y a quand même moi je suis frappé, vraiment frappé par notre légèreté anthropologique, parce qu'en fait, on peut avoir toutes sortes d'avis. Évidemment, personne ne veut que ses proches ou soi-même, ou pour soi-même, mourir dans d'atroces souffrances inutiles et que ça dure longtemps. Personne, évidemment, ne souhaite ça. Donc ça, c'est un objectif, je crois, à peu près commun à tout le monde. Mais personne, enfin, beaucoup de gens, depuis que c'est devenu un élément de la panoplie progressiste, parce que c'est ça,
C'est ah bah oui, je choisis tout, je choisis mon sexe, je choisis ceci et cela, je choisis le sexe de mes enfants même sur catalogue. Et donc, je choisis exactement, j'ai un droit. J'ai un droit, il y a un nouveau droit de l'homme, c'est que on m'aide à mourir quand je le désire. Et je suis frappée par le fait qu'on s'apprêtait à le faire. En fait, finalement, je crois que non. Si, je Mais pense que ça sera voté alors, de toute façon. vous, oui, peut-être. Mais Mais vous savez alors pourquoi ça qu'on sera voit que voté? dans Ça tous sera les voté parce pays, que c'est le dernier bout qui reste dans le projet, entre autres des francs-maçons, le projet de sécularisation absolue de la société, parce que le rapport à la vie et à la mort, c'est le seul endroit, en droit positif, où il reste quelque chose sur une limite sur une forme de transcendance, Mhm. et qu'il y a un vrai agenda politique qui a été Ah bah construit merci, depuis des années ouais. et qui consiste justement à couper tout lien avec une quelconque Ah bah transcendance. alors merci, vous venez de me faire comprendre pourquoi ça me m'horrifie. C'est parce qu'en fait, je pense que l'espace de la mort devrait effectivement échapper à l'étatisation, à la rationalisation, parce que Puis même la transcendance, c'est important. et échapper effectivement à l'arraisonnement simplement par quelque chose de la raison. Mais surtout pour être les gens ne sont pas forcément sensibles à ça. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à l'étranger. Vous m'avez raconté tout à l'heure que au déjeuner. Alors voilà, ça y est, on a dit qu'il y avait. Vous voulez pas de transparence absolue et tout le monde sait qu'on a déjeuné ensemble. Oui, bah d'accord, c'est vrai. Et dans Non, 5 mais minutes, je effectivement- vais dire ce que vous avez mangé. Mais vous Non, avez mais sur les- raconté des effectivement, choses il y a atroces eu sur un le cas- Canada. Alors, au Canada, parce que je crois que c'est le pays qui est allé le plus loin en la matière, ça représente quasiment une mort sur 10. Maintenant, il y a une explosion. On peut même demander à être euthanasié parce qu'on est pauvre. Alors, c'est par des raisonnements un poil plus complexes que ça, mais parce qu'on dit, regardez, j'ai telle maladie, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre dignement, donc boum. Et là, il y a eu le cas d'une dame qui avait demandé à être euthanasiée, qui a changé d'avis, mais dans la mesure où son mari était épuisé parce qu'il était aidant, elle avait une maladie très lourde, ben, elle a quand même été euthanasiée alors qu'elle avait changé d'avis. Et moi, c'est ça qui m'effraie. C'est ça qui Ça m'effraie. commence à ressembler à un assassinat, hein, ce que vous racontez là. Oui, mais et moi, ce que je vois dans les hôpitaux, pour y avoir été confronté aussi à titre personnel, sans être dans la transparence absolue, il y a des personnes âgées qui arrivent dans les hôpitaux et à qui, finalement, on laisse entendre, mais vous avez déjà 75 ans, vous avez déjà 80 ans, peut-être que ça a assez duré, vous pensez bien qu'une dialyse, ça va peut-être être un peu compliqué, puis alors on vous dit jamais, c'est parce que ça coûte trop cher, hein. C'est pas ça, on vous le dit jamais. Mais on est déjà dans cette logique-là. On est déjà dans une logique vis-à-vis de malades dont on dit une vie affaiblie est une vie qui ne mérite pas d'être Mais vécue. évidemment, puisque que fait la loi? La loi, et c'est la loi demande forcément, c'est l'État qui fait appliquer la loi. Donc qu'est-ce qu'il fait pour eux? Quand on bureaucratise, quand on légifère, eh bien, on fixe des critères, on établit des nomenclatures. Donc, il va bientôt y avoir un jour, si on le fait, il y aura dans les nomenclatures de la Sécu une ligne suicide assisté. Vous savez, il y a des codes pour les remboursements. Je ne sais pas combien ce sera remboursé à l'assuré qui aura Il procédé sera à mort en cela. même temps, hein. Oui, mais je suppose qu'il y aura une combine pour cela. Et les héritiers. voilà. Et d'abord, en plus, suicide assisté, c'est quand même un oxymore. Alors, je comprends bien, il y a un petit nombre de gens qui ne sont effectivement pas en position physique de se suicider. Sinon, on peut quand même pas se substituer aux gens pour choisir. Ce qui est déjà prévu par la loi Leonetti. Voilà, réalité, mais c'est ça qui est tragique. on peut pas se substituer aux gens pour un acte qui est quand même supposé être, me semble-t-il, un acte de liberté. On en pense qu'on en veut, mais c'est quand même dans suicide, il y a ça peut pas être quelqu'un d'autre. Enfin, moi, tout ça, mais là où j'ai peut-être un bémol, c'est que je constate que depuis le début du débat, les sondages ont complètement évolué. Alors au début, parce que j'ai entendu Yael Braun-Pivet. Forcément, on pose la question aux gens, voulez-vous mourir dans l'atroce souffrance? C'est que ça dure Non, le ils plus ont longtemps évolué dans possible. l'autre sens. Non. Initialement. Non, là, parce qu'il y a une Braun-Pivet, une des raisons pour lesquelles il faut faire cette loi, elle dit les Français sont pour. Donc elle parle des sondages. On va changer l'anthropologie pour avoir des likes, en fait. C'est quand même un peu léger et honteux de dire ça comme ça. Mais ils le sont de moins en moins. Parce que depuis que le débat a lieu, il y a quand même énormément de gens qui se sont exprimés, y compris les médecins. Il n'y a pratiquement pas de médecins qui défendent cette loi. Et ils ne défendent pas non plus les atroces souffrances, etc. Donc, eh bien, les sondages ont plutôt évolué dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, maintenant, c'est moitié-moitié.
Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, c'est pendant très longtemps, on s'est contenté de poser la question aux gens sous une forme Ah assez oui, bah oui. caricaturale. Oui. Voulez-vous Mourir dans d'atroces souffrances inutiles alors que vous êtes en et phase que terminale. tout le monde a en tête, et c'est éminemment respectable, les choix individuels sont toujours respectables. On peut comprendre des gens qui ont des maladies incurables, qui sont dans des souffrances, d'ailleurs, même sans forcément beaucoup de souffrance, mais le simple fait d'être dans une maladie terminale, on peut. Bref, moi je respecte en Oui, tout oui, on cas peut à comprendre. hauteur Oui. d'individus. Ce que je trouve gênant, c'est le caractère anthropologique dont vous disiez. On est une société qui considère, et c'est pour ça que j'y fais un lien avec les wagons No Kids, qui considère pas principe qu'une vie dégradée, que la déchéance physique, que la faiblesse, c'est une vie qui n'est pas digne d'être vécue. Oui, oui, bah, évidemment. Et d'ailleurs, vous dites, on peut Et comprendre ça va que. justement jusqu'à Oui, vous l'inconfort. dites, C'est on ça peut le lien. comprendre que. Évidemment, on peut tout à fait comprendre que des gens souhaitent en finir. Le problème, c'est combien de temps mettra-t-on à être dans des sociétés où on ne comprend pas qu'il y ait des gens, ces salauds, qui s'accrochent et qui ne veulent pas en Mais on y est finir. déjà. Mais on y est déjà. Alors que. Mais Parce on que, y est déjà. attends, quand on va sereiner aux gens tous les 4 matins, que quand même, c'est dans la dernière année de leur vie qui coûte tellement de fric à leurs enfants, enfin à la Sécu, donc aux générations futures, etc., bah écoute, vous seriez bien aimable de nous Mais c'est épargner exactement- ces dépenses. Mais c'est exactement ce qui Ouais, va se ouais. passer, et c'est exactement ce qui se passe déjà. Vous avez un certain nombre de personnes âgées quand elles arrivent dans le système médical ou hospitalier à qui on fait comprendre que bon, il y aurait peut-être bien des traitements lourds, mais que ça coûte cher et que ça va être justement là encore inconfortable, et que il faut peut-être savoir sortir dignement avec des très gros, des très très gros guillemets. Oui, bah voilà. Bon, on est d'accord sur le sujet, sauf sur le fait que je suis Bon, pas vous sûr voulez que voyager je tranquille, suis pas sûr que ce sera voté. mais achetez-vous une voiture Pourquoi? pour les No Kids. Oh bah non, mais je rêve. Mais entre nous, c'est vous qui devez d'abord faites taire Mais vos ça, je vous confirme enfants. que depuis, je n'avais jamais eu de voiture de ma vie Faites- jusqu'au Covid. ouais, Et alors, depuis le Covid, oui. j'ai acheté une voiture, puis alors prendre le train, Faites taire vos enfants. Non, mais sans sérieusement. parler de l'angoisse d'arriver à l'heure à la gare. Enfin, Sérieusement, votre rapport entre les no kids et l'euthanasie, ça ne va pas du tout. Je veux dire, mais bon, on va rester sur un désaccord au moins. bon, Hein. passons à autre chose. Accord ou désaccord, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Alors là, pour le coup, je suis partagée parce que je vois, sérieusement, là, pour le coup, ça me paraît être un problème extrêmement grave. Vraiment, là, ce qu'on est en train de faire au cerveau, L'euthanasie aussi. ce qu'on est en train de faire, non mais ce qu'on est en train de faire, le problème c'est que c'est supposé résoudre est réel. Ce qu'on est en train de faire au cerveau des jeunes après leur avoir infligé une école aussi bas de gamme et aussi incapable de transmettre que celle qu'on leur a construite en une cinquantaine d'années, je dirais, et bien après ce premier crime, un deuxième crime, c'est qu'on le laisse s'abrutir sur des écrans avec des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a un véritable problème. Je ne sais absolument pas comment on peut lutter contre ce problème, mais je pense qu'il faut le faire. Ben, Moi, j'ai une idée. vous allez peut-être me dire que l'interdiction, ça sert à rien. Je vous crois volontiers, mais so what? On fait quoi? À part aller casser les serveurs de Twitter, de machin. On peut pas, il n'y a pas un Je sais pas endroit. s'il y a beaucoup de moins de 15 ans sur Twitter, mais Non, bon, ça va. Traite-moi de vieille, traitez-moi de vieille. Très bien, allez-y. alors moi je suis mais totalement contre pour des tas de raisons différentes. Déjà la première, parce que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'imposer une mesure d'identification et ça renvoie de toute façon au rôle des parents. Le seul moyen, c'est si vous prenez le temps de gérer le contrôle parental sur le téléphone de votre enfant, et accessoirement que vous vous intéressez aussi à ce qu'il fait parce que vous êtes présent à côté de lui et que vous voyez ce qu'il fait. Alors, c'est difficile. Et que d'y être vous-même non- n'êtes pas sur votre téléphone. Mais c'est exactement ça, Elisabeth, c'est exactement ça. C'est qu'on est en train de confondre le symptôme et la cause. Pourquoi on a des problèmes de santé mentale chez les adolescents? C'est parce qu'on est une société qui est devenue incapable de donner du sens à la vie. Si les gamins, ils ont sous les yeux des parents, on est tous dans une forme de... On parlait de transcendance, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de sens à la vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le seul sens à la vie que semblent se trouver les gens, c'est leur nombre de likes, c'est d'avoir les plus belles photos de vacances, c'est que leur déco soit la plus beige et la plus ressemblante possible à un magazine. Mais quand les enfants, ils ont ça sous les yeux, vous pourrez leur interdire demain les réseaux sociaux. Si les enfants grandissent dans une société qui est de toute façon celle de la compétition sociale permanente,
vous n'aurez rien réglé. Mais attendez, la compétition sociale, c'est pas né avec les réseaux sociaux. C'est ce que je vous dis. Le problème C'est ce que je vous dis. On est dans l'illusion. Oui, le problème, non mais la compétition sociale n'est pas née avec les réseaux sociaux. Ce qui est né, parachevé avec les réseaux sociaux. La compétition sociale, comme alpha et oméga de la vie. Ce qui est né avec les réseaux sociaux, c'est l'idée que tout ce qui n'est pas publié, tout ce qui n'est pas partagé, tout ce qui n'est pas public, instagrammé, si vous préférez, n'existe pas. Instagrammable, n'a aucune valeur et n'a aucun intérêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est l'accès instantané à toutes sortes, à la Bibliothèque mondiale, mais ça n'intéresse pas tellement, mais à des trucs, à toutes sortes de vidéos, de contenus, comme on dit. Puisqu'on ne sait même pas les caractériser, on appelle ça des contenus, ce qui est un mot en soi qui est quand même assez problématique. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qui éteint le désir. Quand vous étiez gamin, vous deviez aller au cinéma, par exemple, pour voir des films. Et ça créait quand même une convoitise. On était content de... Voilà. Mais maintenant, aller au cinéma, ça vous paraît tout à fait superflu, puisque vous avez accès... Ça paraît trop long. Vous pensez que vous pouvez avoir accès, que vous devez avoir accès à tout instantanément en un clic. Je pense que ça crée ce qu'on sent chez beaucoup de jeunes, une sorte d'apathie du désir. Mais je suis d'accord, mais c'est là où, à mon sens, on confond la cause et le symptôme. Déjà, parce qu'on confond réseau social et algorithme. Le sujet, ce n'est pas les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un certain nombre de sociologues qui ont montré, je voyais encore une sociologue américaine qui disait les jeunes ont besoin de se sociabiliser. Les réseaux sociaux, en réalité, sont plutôt bons. Le problème, ce sont les algorithmes. L'algorithme de TikTok, c'est encore autre chose, il pourrait fonctionner différemment. L'économie de l'attention dans laquelle nous sommes, sa valeur, son unité absolue, c'est le temps de cerveau que vous consacrez à X ou X plateforme, parce que c'est ça qui fait leur revenu. Et donc là, ils ont compris que l'émotionnel négatif, ça marchait. Et ils ont compris qu'il y avait une forme d'abêtissement, justement, qui vous empêche de reprendre votre respiration par des contenus très, très courts. Donc oui, il y a incontestablement une stratégie cognitive, en quelque sorte. Mais c'est l'algorithme. L'algorithme qui pourrait être différent. Bon, l'algorithme de Twitter en Chine, il est différent parce que les Chinois ne veulent pas que leurs ados... De TikTok. Ouais. Ne veulent pas. Alors c'est extraordinaire. Donc les Chinois ont inventé... Mais c'est pas le réseau social. D'accord, donc les Chinois ont inventé un truc qui détruit le cerveau de nos adolescents, mais pour leur... C'est eux qui ont inventé TikTok, non? Oui. D'accord. Mais pour leurs ados, ils font gaffe. Ce qui prouve que... Alors donc, mais comment on fait pour changer l'algorithme? Eh ben, c'est là où ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis est très intéressant, puisque y a eu un deal, puisque Donald Trump voulait justement racheter TikTok. Et ils ont fait... bref, l'actionnariat de TikTok a changé, sauf que vraisemblablement, ils ne vont pas changer tant que ça l'algorithme. Parce que TikTok, il faut le rappeler, il suffit de 20 minutes pour qu'un gamin soit confronté à des contenus qui font la promotion du suicide, la promotion de l'anorexie, la promotion de la drogue. Mais c'est encore autre chose que les réseaux sociaux. Non, mais moi, c'est encore autre chose dont je parlais. C'est cette espèce de saturation. Saturation d'images, de sons. Ça, ce sont les écrans au sens large. Les écrans, oui. Au-delà des réseaux sociaux, les écrans au sens large. Et c'est ça qui, je pense, il y a une espèce de comment dire, il n'y a plus rien à désirer, en fait. Il n'y a plus rien qui soit, même si c'est évidemment faux, mais il n'y a plus rien qui soit absolument vierge, inconnu, où on doit... Mais même, on l'a tous fait cette expérience, en tous les cas, ce qui est maintenant, pour retrouver un article où tu devais aller aux bibliothèques avant, évidemment, tu fais un clic, 2 clics et tu vas te trouver. C'est super, tu gagnes vachement de temps. Mais en même temps, il y a moins, une fois que tu trouves ton article, il y a quand même moins de satisfaction et peut-être qu'on en fait moins quelque chose d'intéressant. Mais on est parfaitement d'accord, c'est bien pour ça qu'on se trompe de problème. Parce que c'est pas le réseau social. Et c'est une illusion absolue. C'est vraiment. En plus, moi, ce qui me perturbe, c'est d'avoir vu des gens conservateurs a priori. Parce que c'est quand même toujours un peu, à mon sens, une idée progressiste que de vouloir réformer la société par décret plutôt qu'encore une fois de se poser la question sur notre modèle civilisationnel. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Si on est une civilisation qui est obsédée par le fait de ne jamais s'ennuyer, qui est obsédée par la compétition sociale, mais comme alpha et oméga, elle a toujours existé, sauf qu'avant, il y avait quand même des points de fuite parce que, je sais pas quoi, vous croyez à la nation, vous croyez en Dieu, vous croyez à votre famille. Là, on ne croit plus en rien à part au nombre de likes qu'on a sur Instagram. Et surtout, la compétition sociale, par exemple, entre élèves, elle va s'arrêter un peu en sortant de l'école.
Mais alors, là, avec les réseaux sociaux, elle est en permanence reconduite et Mais reconduite en et plus, c'est une reconduite. illusion absolue. On dirait que tous ces gens n'ont jamais regardé ce que font leurs enfants. S'ils jouent à Roblox ou s'ils jouent, vous avez des jeux où on peut jouer en ligne, ça n'est pas un réseau social. Ils continueront à jouer à ces trucs-là. Donc c'est vraiment, moi, ça m'horripile parce que c'est le pire, à mon sens, de la politique. Oui, C'est quand mais- on se dit, je fais une loi, j'ai réglé le problème, surtout ne réfléchissons plus à rien. Mais les écrans, c'est quoi? Les écrans en général, l'accès, la capacité à s'ennuyer. Et Mais toujours ça, c'est dans un ce- vertige ouais, ouais. civilisationnel, on est Et d'accord. toujours dans ce fameux déjeuner, ça a l'air d'être du coq à l'âne, mais pas du tout. Vous m'avez raconté une chose fascinante, qui est... Toutes ces choses intéressantes que Ouais, je dis. on ne sait pas qui est né du tout. Et c'était qui c'est dans quel pays? Où ils ont un pays scandinave. Je vous laisse le raconter. La sociologie, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, il y a pas de ouais. rapport au Danemark. Il y a Voilà. un très bon article, il le raconte sur Extraordinaire. Atlantico d'ailleurs. Au Danemark, il y a une quinzaine d'années, ils ont constaté que dans leurs universités, la sociologie avait été, comment dire, détournée de son objet scientifique, de rigueur intellectuelle, universitaire, parce qu'elle avait été trop investie par la gauche, pour le dire clairement. Et ben, ils ont décidé d'interdire la sociologie à l'université. Ils ont fait une période sans, et puis une fois qu'ils ont réussi à dégauchiser en quelque sorte, ils ont recréé des nouvelles filières. Alors, je suis pas Alors, certain qu'il ce qui est bizarre, c'est comment tu fais pour former des sociologues si tu n'as plus de filière de sociologie. Mais je regarderai l'article d'Atlantico. Comment fait-on pour créer des ingénieurs d'intelligence artificielle alors que ça n'existait pas avant? Oui, Il y a mais toujours un c'est moment pas- où on commence. Non, mais normalement, la logique universitaire, c'est ça. Il y a une espèce de. Voilà. Mais bon, cela dit, c'est surtout Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je crois que pour l'éducation et pour l'école en France, en tous les cas, il n'y a pas d'autre solution que la table rase. C'est de dire, demain, on change tout. Mais je ne sais pas si c'est possible à faire. Par exemple, peut-être faut-il faire d'abord le primaire, ensuite le collège, après le lycée. Mais pas de commencer à chipoter les programmes, les ceci, les cela. Il faut tout changer. Pour refaire tout du sol au plafond. Donc Bon. nous sommes d'accord. Parce que précisément, cette loi sur l'interdiction, c'est juste de l'incrémental, c'est se donner l'illusion, c'est un gadget, on croit qu'on a réglé le problème, on ne se pose aucune des questions de fond, dont celle de l'école, qui est bien plus importante pour nos gamins. C'est même un sujet de finances publiques. Moi, je trouve ça fascinant. Là, les scandales à la mairie de Paris, vous avez vu, tous les éducateurs... C'est encore autre chose, ça. Non, mais C'est pas des éducateurs vraiment, c'est plutôt des animateurs des périscolaires. animateurs des... Oui, mais ça vaut pour les profs aussi. Ouais. On n'est plus capable, dans un certain nombre d'académies, de recruter des profs ayant vraiment des diplômes ou ayant vraiment été... Parce qu'ils sont tellement mal rémunérés et qu'au-delà de ça, la rémunération symbolique, le statut du métier s'est tellement effondré que les gens ne veulent plus faire ça. Mais moi, ça me frappe parce qu'on est une société qui dit qu'elle s'intéresse à ses enfants, mais si on regarde les arbitrages qu'on fait en matière de dépenses publiques, on ne s'intéresse pas du tout à nos enfants. Parce que si on avait de l'argent pour se payer des bons profs, des bons éducateurs, on n'en serait pas là. Mais forcément, qu'on ne Si on s'intéresse gaspillait pas à moins pour nos les enfants, puisque le seul programme qui fasse consensus en France, c'est « touche pas à ma retraite ». Alors ça, c'est sûr que ça, vous aurez... Alors là-dessus, vous pouvez avoir... Je me souviens qu'à une époque, nous étions très très seuls d'ailleurs. Oui, on était très seuls. Maintenant, on était très seuls à l'époque à se bagarrer pour cette malheureuse et petite réforme des retraites, mais c'était surtout ce qu'on entendait à l'époque. Sur le principe. Non, mais l'idée que les gens ne veulent absolument pas entendre qu'il faut travailler plus et que la seconde d'après, ils vous disent les générations futures. Ah bah oui, mais si tu veux pas travailler un peu plus, c'est tes fameuses générations futures qui doivent chaque année aller un peu plus loin de Paris ou du centre de la ville où ils bossent pour pouvoir se payer un loyer. Donc c'est quand même... Non, mais moi je trouve... Moi, tous les problèmes politiques, souvent en France, j'en arrive à la même conclusion. Peut-être on n'a pas des dirigeants très glorieux, certes. Mais qui est l'œuf et qui est la poule? Est-ce qu'on a des Français très glorieux? Mais je pense que les gouvernés sont très largement responsables du déni, du refus de changer quoi que ce soit, et de ce truc de confort que vous... Encore une minute, monsieur le bourreau. Sloterdijk appelait ça... la salle de gym. Ils disaient les Européens, c'est ça leur grande rêve, c'est de vivre dans une grande salle de gym. Et encore, je pense qu'ils se trompent parce qu'en plus, dans une salle de gym, quand même, on en bave un peu. Oui, mais vous avez vu ce qui se passe maintenant dans les salles de gym? On en bave 4 minutes et derrière, les gens reprennent leur écran, se refont une dose d'écran entre deux exercices qui montrent bien à quel point on est devenu obsédé. Mais ça, c'est pas les gamins, c'est les adultes. Alors, je vous avoue que moi, je fais ma gym en regardant des films, c'est très mal.
Oui, mais c'est pas la même chose qu'un smart. C'est pas la même. Vous regardez pas TikTok. Oui, C'est un oui. film, justement. Oui, oui. Mais juste, dernier point d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vous renvoie à un autre excellent article sur Atlantico. Et on n'a pas, nous, des articles sur Causeur Si, que je pourrais vendre au passage. Il y a des très bons articles sur Causeur. Non, mais là, j'en ai pas sur ce sujet. Non, mais juste parce que au-delà d'Atlantico, c'est une très large étude longitudinale britannique qui a été faite sur des dizaines de milliers de gamins et qui montre qu'il n'y a pas de lien de causalité établi entre les réseaux sociaux et la santé mentale des adolescents. C'est-à-dire que la santé mentale des adolescents, s'ils vont mal, c'est parce que la société va mal et qu'elle les fait grandir dans un environnement qui est anxiogène parce qu'ils ont peur d'être grand remplacés ou grand réchauffés ou grand je ne sais quoi. Eh ben, Pardon, oui, c'est l'expression qui me fait rire, pas le drame que vivent les grand réchauffé. Grand réchauffé. Non, mais c'est ça. Et cette étude, elle est fascinante parce que pendant des années, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit pareil que les jeux vidéo, ça rendait violent, que ci, que ça. Ben, ce qui a vraiment été fait avec le recul, c'est non, les jeux vidéo ne rendent pas violent. Dites-le moi, je brûle depuis tout à l'heure. C'est quoi Roblox? Roblox, c'est un jeu. Je vais vous représenter mes enfants, vous allez leur demander. Roblox, c'est un jeu dont l'imagerie est un peu comme les Lego et il faut aller taper sur tous les personnages que vous voyez pour leur piquer des trucs. Très bien, ça me paraît. Non, c'est horrible. Voilà. C'est horrible. C'est bon. Bref. Bon. Ben, on est des vieux cons. Sans transition, en parlant de vieux cons, Jeffrey Epstein. Donc, on n'est pas dedans. Et finalement, je finis par me demander si ne pas être dedans, c'est pas le signe. C'est un manque d'ambition. C'est pas le signe qu'on n'est rien, parce que j'ai l'impression que c'est un wouzou planétaire, ce truc, avec des gens assez bizarres. Bon, je suppose, il faut quand même être honnête, je suppose que tous les gens qui sont cités dans ces Epstein Files ne sont pas. N'ont pas pour autant participé aux turpitudes, à des orgies, aux agressions sexuelles, aux viols qu'on reproche à Jeffrey Epstein. Non, mais tout à fait. Bruno Le Maire, parce que puisqu'on en parlait, là, ce qui vient d'être publié dans la dernière salve de documents qu'a publié l'administration américaine, ce sont des emails qui montrent que Bruno Le Maire, semble-t-il, sur invitation d'un de ses conseillers, ancien conseiller par ailleurs de Nicolas Sarkozy, serait allé voir Jeffrey Epstein pour lui demander de financer sa campagne électorale. Sachant quand même, alors là, il n'y a rien de sexuel ni de graveleux dans l'histoire, mais aller demander des fonds à l'étranger pour une campagne électorale, c'est quand même interdit dans le code électoral français. Oui, alors ce qui est quand même un problème toujours, puisque le RN, c'est pareil. Le RN, il semblerait que le RN soit aussi Marine Le Pen et Louis Alliot. Et on leur a reproché aussi d'être allé chercher des sous auprès de banques russes. Bah oui, quand les banques. Ça, c'est autre chose. Quand les banques. C'est à l'étranger. C'était un prêt, mais ce n'était pas un don. Ah, là c'était un don, d'accord, pardon. Bon, enfin, en tous les cas. Un prêt, c'est légal. D'accord. Mais ils sont aussi allés voir Jeffrey Epstein, semble-t-il. Bon. En tout cas, il y a des emails de Jeffrey Epstein. Quoi qu'il en soit. Pour lui demander de l'argent. En tous les cas, je ne sais pas, moi, je ne suis pas absolument. Comment dire, je ne suis pas en quête de vertu absolument irréprochable sur ces questions d'aller chercher de l'argent pour financer des campagnes, parce que c'est quand même compliqué aussi de monter des campagnes. Sur Bruno Le Maire, j'en sais rien. Vous me dites c'est interdit, alors c'est pas bien. De toute façon, il l'a pas fait. Il a juste envisagé. Il l'a pas eu. Il l'a demandé. Bon, écoutez, on peut tous avoir une mauvaise idée qui nous passe par la tête, essayer de la mettre en œuvre, elle marche pas. Je voulais condamner Bruno Le Maire. Mais pour ce qui est de Marine Le Pen et du RN, c'est quand même un scandale qu'un parti absolument légal qui se trouve être par ailleurs le premier parti de France en nombre d'électeurs ne trouve pas de financement de ses campagnes en France. C'est un véritable scandale démocratique, me semble-t-il. On est absolument d'accord. François Bayrou avait promis une banque de la démocratie. Tout le monde s'est bien gardé de mettre en œuvre. Ouais, mais est-ce que cette affaire Epstein est-ce que la logique du soupçon va marcher dans ce genre d'affaires? Moi, j'espère que non. J'espère qu'on ne va pas enquiquiner tous les gens dont le nom... il paraît d'ailleurs, j'ai entendu ce matin Guillaume Erner sur France Culture dire que dans les dossiers, que France Culture était cité dans les dossiers Epstein pour une interview de Max Gallo. Et il disait, ça fait 3 innocents, la France Culture et Epstein. Et Max Gallo, pardon. Oui. Et donc, il ne faudrait pas que la logique du soupçon, si vous voulez, se mette à traiter de violeurs, d'agresseurs, de pédophiles ou que sais-je encore, toute personne dont le nom est cité là-dedans.
Non, non, on est tout à fait d'accord. Après, ça renvoie à quelque chose de peut-être plus dommageable pour nos démocraties, au-delà des questions qui peuvent se poser sur X ou X individus, et dont je suis d'accord avec vous, il ne faut pas faire des procès sauvages mais c'est la perte de confiance dans les élites au sens large. C'est ce que Donald Trump avait sous-estimé dans le phénomène. C'est l'administration Trump, dans un temps, n'a pas voulu publier les fameuses archives de Jeffrey Epstein, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que leur électorat MAGA, leur cœur d'électorat, était justement très mobilisé sur ces questions de pédophilie et ces questions de corruption, peut-être morale, enfin réelle ou morale des élites. Et ça, c'est un vrai enjeu politique. Alors moi, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'il y a vraiment... La corruption ou la peur de la corruption? Non, c'est pas ni la corruption ni la peur de la corruption, c'est la fantasmagorie, le complotisme, la fantasmagorie. Or, j'ai constaté qu'il y en a... des fois, quand on est à la radio, à Sud Radio, par exemple, des auditeurs appellent, ils sont... on est gouverné par des pédophiles, des satanistes. Alors, c'est pas évidemment, c'est pas la majorité de l'espèce quand même. Mais je rencontre, ça arrive assez fréquemment de rencontrer des gens qui sont convaincus qu'il y a un complot pédophile à l'Élysée, qu'il y a des satanistes là ou là. Et dès qu'on ajoute enfant, je vous dis, une fois de plus, vous mettez le mot enfant et plus personne ne pense. Donc ça, je dois dire que ça me fait un peu peur et je n'aime pas non plus. Je l'avais senti au moment de l'affaire Palmade. Et je précise que je trouve ça tout à fait condamnable. D'ailleurs, il a été condamné de prendre son volant en étant bourré de je ne sais pas quel produit. Et évidemment, ce qui s'est passé était atroce. Il n'empêche que quand j'ai vu tout le monde, tous les marteaux, encore une fois, se mettre à taper sur le clou Palmade, les élites corrompues qui passent leur temps à faire la fête et tuent des braves gens sur les routes, ça m'a mis mal à l'aise quand même, je dois dire. Je n'aime pas ce déchaînement collectif. Oui, je suis assez, enfin pas assez, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là, mais peut-être mal à l'aise aussi, parce que pour en avoir parlé à des gens, des criminologues ou des magistrats, ils vous disent quand même qu'il n'y a rien qui soit autant enterré par la justice que les affaires de pédophilie, et notamment les affaires de pédophilie de réseau. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment s'appelait cet établissement dans le sud de la France, le Choral, et les policiers ou les magistrats qui se sont avisés de travailler là-dessus ont vu leur carrière. Et donc, c'est très gênant parce que je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des faits très circonscrits de cet ordre-là qui peuvent exister et qu'il peut y avoir un silence que pour autant, le problème, c'est justement, et c'est là où, quand on disait qu'on voulait s'appeler ni pour ni contre, bien au contraire, bah, c'est qu'on a le droit d'être partagé, de dire oui, peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus courageux, enfin, en tant que société, plus capable d'aller au bout de certaines affaires pour que précisément ça n'entache pas de soupçon tout le reste. Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on en soit encore là. J'ai quand même l'impression, au contraire, que par rapport à la pédophilie, que peut-être même aujourd'hui, on prend au sérieux des accusations parfois dans les divorces. Vous savez, ça existe aussi. Oui. Donc, mais là, je parlais de celles qui concernent justement des gens en situation de domination sociale. Oui, en tous les cas, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, sans doute, sur les enfants, il y a quand même, me semble-t-il, une prise de conscience et une volonté générale. Salutaire. Et salutaire, évidemment, de protéger l'enfant. C'est comme vous dites, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a du complotisme qu'il n'y a pas de complot, et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque que personne ne vous suit. C'est sûr, mais il faut faire attention aussi à cette affaire de transparence. Parce que moi, par exemple, je me rappelle comment il s'appelait l'Américain qui a balancé plein de dossiers secrets, Snowden. Et donc, Snowden a véritablement entravé la politique de son pays au nom de la transparence. Alors, ça peut être un débat aussi. On a le droit de penser que la vérité doit absolument primer sur tout, mais moi je pense que le secret, ça existe. Oui, et la démocratie a besoin aussi d'une part pas de secret, mais au moins au moment de la prise de décision. Si, de secret. Le pouvoir a besoin d'une part de secret, comme l'amour d'ailleurs. Voilà. Là, ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Vous avez envie, rien à voir, mais j'y pensais, pouvoir et amour, les deux ensemble, vous avez envie de voir le film de Melania Trump? Oui, j'ai envie quand même de voir, ça va me faire marrer, je pense, non, pas vous?
Moi, ce qui m'a fait rire, c'est de voir que tout le monde, toute la presse américaine prédisait un échec monumental, que personne n'irait voir ça, c'était un film nul, dans lequel il n'y avait rien, etc. Et c'est le meilleur lancement dans les salles de cinéma aux États-Unis d'un documentaire depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est toujours drôle de voir quand ce genre de pronostic-là... Oui, évidemment. Je pense que l'Amérique MAGA a dû en plus se précipiter peut-être dans les salles. Je ne sais pas, je ne l'ai pas suivi. Vous l'avez vu? Non, pas encore, mais du coup, je me suis dit, tiens, peut-être faut-il aller jeter un œil. Mais de toute façon, juste peut-être on reprendra peut-être la discussion la prochaine fois sur Trump. Il y aura peut-être des choses entre-temps. Mais ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il rend les gens fous de tous côtés. Et qu'il en joue, parce qu'il le sait. Lui sait qu'il rangeait. Et il rend les commentateurs fous précisément parce que tout le monde se sent obligé de dire à quel point Trump est un nazi ou à quel point c'est un messie ou ce que vous voulez. Et en réalité, il faudrait plutôt analyser la nouveauté qu'il représente. Quand même, son élection dit aussi quelque chose de la société américaine, du rôle qu'ont joué les élites ces dernières années. Elle dit, il me semble que ça, c'est intéressant quand même d'essayer de le comprendre. Et après, on a le droit de trouver que sa politique est déplorable sur certains points et plutôt appréciable sur d'autres, non? Mais on a le droit. Ouais, oui, merci. On a le droit. On voilà a le bien. droit de tout dire dans Atlantic Causeur. Me voilà bien. Ouais, c'est vrai. Mais donc, vous, ça vous... Moi, là où on a sans doute un point de divergence, ça a été au moment du Groenland, parce que, évidemment, je trouve détestable la manière dont il s'adresse à l'Europe, et je préférerais que nous soyons un pays, la France déjà, capable d'assurer plus son autonomie stratégique que ça n'est le cas. Mais je trouve qu'il y a Donald Trump a une espèce de génie de la communication. Et c'est comme un troll sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Don't feed the troll. Quand il y a des gens qui commencent à venir vous harceler parce que, et vous en savez quelque chose, Elisabeth, ils nous ont vu la télé, machin, ils viennent nous provoquer. Et qu'est-ce que vous pensez de bidule? Et ça, et pourquoi vous vous taisez là-dessus? Et pourquoi... Bon, bref, il ne faut jamais commencer à mettre le doigt dedans parce que sinon, ça aggrave le problème. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas compris que face à Donald Trump, à un moment, il faut que la diplomatie française soit capable de dire non, ça n'est pas acceptable entre alliés, c'est une évidence absolue. Il ne faut pas l'exciter parce que c'est du show. Oui, alors certes, mais il n'empêche, vous avez peut-être raison, que moi j'ai trouvé pour le coup qu'Emmanuel Macron était pas mauvais, les nuages de glacier c'était pas mal. C'est toujours Jean-Baptiste qui en réunion de rédaction de Causeur a dit il aurait dû mettre un bandeau à la Le Pen. Donc je trouve que là-dessus, c'est surtout... moi j'ai été effondré par les commentateurs qui ricanaient. Ah, le Groenland, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Il y a 35 000 Esquimaux. Oui, c'est quand même... Inuit, on dit, de nos jours. Merci, pardon, Inuit. Très bien. C'est quand même... Inuit et Inuiteux. Donc, oui, point. Voilà. Et c'est quand même dans un pays, il s'attaque de cette façon à un pays allié en expliquant que ce serait beaucoup mieux si c'était américain. Et évidemment, ça nous prive quand même de quelques arguments par rapport aux Russes et aux Chinois. Donc, c'est ce que je dis à ce sujet, on peut pas... On a été complètement idiots, stupides, comme vous le disiez, en recherche de notre petit confort, à croire qu'on allait être dans un monde où il y aurait le droit sur la force, ce serait merveilleux, tous les peuples du monde allaient se donner la main, le doux commerce et tout ça. Ça n'a pas marché. Et maintenant, je n'ai pas envie qu'on ait un monde où il y a de la force sans droit du tout. Donc, Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'était juste, et peut-être parce que c'est le début de l'année, et que parce que c'est le début de l'année, j'ai, au moment des vœux, appelé un certain nombre de gens aux États-Unis, à Washington, à New York, bref, dans des think tanks républicains ou autres. Je crois qu'il n'a eu à aucun moment le projet réel de conquérir le Groenland n'a existé. C'est pour ça que je vous dis qu'on voit la part de provoquer. Ce qu'il voulait, c'était les bases et les droits miniers. Il a eu les bases et les droits miniers. Oui, mais il a voulu verrouiller. Il les voulait encore. Il les voulait plus. Non, il voulait le verrouiller plus que ça n'était verrouillé à l'heure actuelle. Et
Moi, je pense qu'il aurait pu obtenir tout cela. Mais c'est comme le Canada. Je veux dire, arrêtons de le prendre au sérieux quand il dit des conneries. Vous imaginez si Donald Trump faisait du Canada le 51e État, mais de toute façon, les États-Unis deviendraient démocrates jusqu'à la fin des temps, parce que ça ferait beaucoup de sénateurs et beaucoup de représentants, les Canadiens étant plus... Oui, mais est-ce qu'il est tolérable pour autant on n'a pas l'habitude qu'un chef d'État de la première puissance mondiale disent n'importe quoi? Non, on n'avait pas l'habitude en général. Oui, on peut mentir, mais je suis d'accord avec là, vous. on ne disait pas absolument n'importe quoi. Tu ne disais pas, dis, OK, si tu m'enquiquines, moi, je vais envahir le Groenland. Hein. Oh, c'est bon, là. Je suis entièrement d'accord avec. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça en dit long sur l'état de nos démocraties au XXIe siècle. Donc, bon. Et par ailleurs, l'excellent Jeremy Stubbs dans Causeur citait le roi Lear à la fin de son papier sur Trump en disant, bah oui, le roi Lear, il n'y a que son bouffon là, qui lui dit la vérité. Eh bien, il disait peut-être que Trump est le bouffon dont l'Europe a besoin. Ce qui est drôle, dans la bande-annonce, j'ai vu la bande-annonce de Melania. Ouais. Il y a une conversation téléphonique. Elle est à New York, dans son penthouse, avec des grandes baies vitrées et toute la ville qui scintille derrière elle. Et Donald Trump l'appelle. Il dit, est-ce que tu m'as regardé à la télé? Et comme si de rien n'était, elle répond, non. Et on sent, justement, alors je ne crois pas que ça soit sa bouffonne. Non. Et elle a mis en scène une ou deux autres scènes aussi où elle le reprend pas, elle précise quelque chose. Et c'est vrai qu'on a longtemps vu en Melania Trump, vous vous souvenez, quand on disait cette femme est prisonnière, les mouvements Free Melania, comme si elle était otage. Non, je crois qu'elle est là tout à fait de son plein gré. Mais rappelez-vous. Et qu'elle partage assez largement. Ouais. Allez-y. Elle partage la vision du monde de son mari. Oui, mais alors rappelez-vous, elle est capable de lui tenir la dragée haute aussi. Rappelez-vous le chapeau anti-baiser pour l'investiture. Elle avait un chapeau qui était une sorte d'armure. Il ne pouvait pas s'approcher. Parce qu'elle avait un chapeau, c'était grand comme un sombrero. Elle peut lui tenir la dragée haute pour la renégociation de leur contrat, comment on dit bref, en cas de divorce. De mariage, un contrat de mariage, ça s'appelle. Il y a encore autre chose que de lui tenir la dragée haute parce qu'elle est une opposante secrète. Par ailleurs, je pense qu'elle se fout du Groenland, ça c'est sûr. Alors, par une étrange association d'idées, si juste un point, on en a parlé au déjeuner aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan? C'est vous qui me l'avez dit, donc je ne vais pas mentir, je ne l'avais pas vu jusque-là, donc allez-y. Non, mais les Afghans ont fait voter une modification de leur code pénal qui, roulement de tambour, non mais c'est absolument épouvantable, ont légalisé l'esclavage et accordé une immunité légale absolue aux mollahs, donc aux religieux. Donc c'est-à-dire qu'en Afghanistan, si vous êtes un religieux, ben en gros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, vous ne serez jamais inquiété par un tribunal. Ce qui est... Bon, je crois que ça se passe de commentaires, évidemment, compte tenu de ce qu'on sait déjà de l'Afghanistan. Et vraiment, là, pour le coup, on essaye de se mettre à la place des femmes afghanes qui sont à peu près emmurées chez elles. Et qui n'ont pas le droit, vous avez vu, d'aller chez le dentiste. Ni chez le médecin, ni à l'université, ni évidemment travailler. Donc, je salue mon ami Ayam Suro qui, avec son association et des grosses boîtes françaises, a monté un programme pour travailler avec elles. Peut-être pas trop en dire, donc voilà, pour aider les Afghanes. Mais je m'inquiète aussi quand même parce que, au nom de ces bons sentiments, soyons clairs, nous voudrions tous libérer les femmes et les Afghans en général de ce régime effroyable. Mais au nom de cela, du sort qui est fait aux femmes qui sont effectivement discriminées, je crois que c'est la Cour nationale du droit d'asile, mais en tous les cas, c'est une juridiction française qui a décidé que tous les Afghans, toutes les femmes afghanes étaient éligibles à l'asile. Donc, vous êtes une femme afghane, vous arrivez en France, vous avez le droit de venir en France, sachant quand même que il y a certes des femmes très occidentalisées, encore j'imagine à Kaboul, etc., mais pas sûr qu'une paysanne qui vienne des montagnes afghanes, elle soit très adaptable en France. Mais surtout, une fois qu'elle sera là, eh bien, au nom du regroupement familial, enfant, mari, etc., donc de proche en proche, on peut décider qu'on accueille tout l'Afghanistan. Donc, il faut quand même se méfier de nos bons sentiments. Voilà. Mais par ailleurs, on peut peut-être terminer sur l'Iran quand même, dire un mot. Oui, j'y pensais justement. Allez-y. Aux femmes iraniennes, et pas seulement aux femmes, parce qu'on oublie toujours que le sort
dans ces sociétés-là, alors en Afghanistan, c'est encore très différent parce que c'est la culture pachtoune en réalité qui s'applique au moins autant Ouais. que la charia. Mais je veux dire, c'est assez partagé par la société. Ce n'est pas un système au-dessus avec une population qui subit. En Iran, pour le coup, la République islamique, il y a des enquêtes qui ont montré qu'il y avait plus de 80% des Iraniens qui ne voulaient plus justement de la République islamique. D'ailleurs, c'est fascinant de voir à quel point la République islamique a sécularisé la société iranienne, avec des Iraniens qui ne veulent plus entendre parler d'islam, et en tout cas certainement pas d'islam politique. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le silence. Moi, j'ai été perturbé de voir la semaine dernière, j'ai un article dans le Parisien, et des gens qui organisaient un mouvement pour aller en soutien au peuple américain contre Donald Trump et contre l'ICE, la police de l'immigration. Alors, Nous ne sommes pas pour des cow-boys. Non, mais voilà, ce qui a été fait par Minneapolis est assurément indéfendable. Mais enfin, de là à organiser une manif pour soutenir les Américains, alors qu'on ferme les yeux sur les 30 000 morts au bas mot qu'a fait la répression iranienne, en quelques jours à peine. Le mot génocide, on a commencé à l'employer à Gaza, d'ailleurs avant même le 7 Avant octobre. le premier coup de feu. Donc, Oui, et d'ailleurs, on a publié, je ne sais pas si vous avez vu, une très bonne enquête faite par Sylvain Attal sur Atlantico, qui montrait que le mot génocide, justement, c'est un mot qui est en réalité employé par les pro-palestiniens, pas par les Palestiniens eux-mêmes, par les militants, disons, c'est un mot depuis de des décennies. des décennies. Ça n'a rien à voir avec en soi ce qui s'est passé à Gaza. On en parle dans Causeur, il y a une brève sur un institut du génocide, justement, parce que bon, après, chacun voudra le sien, bien entendu. Non, sur l'Iran, deux choses. La première, vous l'avez dit, mais je le dirai avec un autre mot, parce que je trouve que c'est le moment de le renvoyer à l'envoyeur. C'est la première révolution ou révolte islamophobe à laquelle on assiste. Ils ne sont pas contre l'islamisme, ils ne veulent pas de l'islam aux commandes de la société. Après, si des gens veulent croire ou pratiquer, c'est bien leur droit. Ils ne veulent pas que l'islam, ou je suppose une quelconque religion, soit aux manettes. C'est-à-dire, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui de plus voltairien, je pense, dans le monde musulman. C'est la première. Si l'Iran, le régime iranien tombe, nous espérons tous que ça finira par arriver, ce sera le premier recul considérable. Ce sera à la hauteur de la chute du mur de Berlin. Berlin. Absolument. Et on pourra dire enfin bilan globalement négatif. Non, et ça sera vraiment, je crois, à la hauteur de la chute du mur de Berlin, parce que ce qu'a représenté la révolution islamique, y compris en Occident, avec la fascination de toute une partie des gauches occidentales. En France, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, bref. Et encore maintenant, quand vous regardez l'attitude parfois du Quai d'Orsay, on confond révolution islamique et anti-impérialisme, alors qu'on peut lutter pour l'autonomie de l'Europe ou la souveraineté de X ou X pays, sans pour autant être islamiste. Oui, mais il y a des gens qui ont l'air de penser que les deux vont de pair. Et là, je vous invite pour le coup à lire l'excellent article de Pierre Vermeuren sur ce sujet. Non, mais les insoumis, la gêne. Sur Atlantico, Atlanticauseur. Atlanticauseur. Non, mais la gêne, pas seulement des insoumis, mais d'un certain nombre de dirigeants. Enfin pas l'euphémisation, mais disons le regard d'ailleurs concernant l'Iran est complètement sidérante, fascinante. Et effectivement, la semaine dernière, Madame Tondelier a écrit une tribune que je vous recommande, qui est vraiment hyper drôle. Pas du tout. C'était pas non plus de Atlantico, c'était dans le HuffPost. Mais elle est à mourir de rire. Si vous voulez rigoler un peu, on a le droit de rire. Pour appeler à cette manifestation en solidarité avec le peuple américain, je vous jure. Si. Ah, elle a fait ça? Oui, elle est allée manifester devant le Quai d'Orsay. Elle appelait à cette grande manifestation. Et quand même, aux États-Unis, en France, il y a des gens qui ont tout à fait comparé directement ICE à la Gestapo. Et le gouverneur c'est le Minnesota? Oui. Le gouverneur du Minnesota a dit que les enfants du Minnesota qui étaient terrés dans leur chambre pour échapper à l'ICE, c'était Anne Frank. Voilà. Oui, ce qui est bref. Toujours, effectivement, délirant. Donc, l'intelligence continue à régner dans le paysage. Mais bon, voilà. J'espère qu'on aura quand même des nouvelles d'Iran à commenter. C'est vrai qu'il ne faut pas, vous voyez, là aussi, je suis pas. Parce que c'est vrai qu'on a renoncé à cette illusion qu'on pouvait exporter la démocratie. Mais là, il ne s'agit pas d'exporter la démocratie. Il s'agit quand même
d'envoyer des signaux à un peuple qui veut se Et- débarrasser d'un tyran. Et justement, et rappelons-le, les réseaux sociaux sont aussi des armes précieuses pour un certain nombre, dans un certain nombre d'États, parce que c'est aussi par là que passe la liberté. Alors là, je ne parle plus des enfants, hein, on est d'accord qu'on n'est plus sur le débat des adolescents, mais on l'oublie trop souvent, parce qu'on voit juste des GAFAM qui seraient des grands méchants, mais les réseaux sociaux, c'est aussi une fantastique source d'information, et c'est aussi une fantastique, je vais y arriver, arme pour la démocratie. Et c'est important de le dire parce que c'est le cas en Chine, c'est le cas en Iran, c'est le cas. Et tous ces réseaux, d'ailleurs, c'est là où il y a aussi une forme d'illusion, bref, la bêtise en marche de certains de nos gouvernants, mais qui n'arrivent pas à voir qu'ils peuvent toujours interdire le truc le plus visible. Ils ne pourront pas interdire Snapchat, ils ne pourront pas interdire Telegram, parce que ce sont aussi des formes de réseaux sociaux. Justement, quand vous avez des boucles de conversation, et c'est ça aussi qui peut être dur à gérer, y compris pour les écoles, parce que vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans une boucle d'échange entre gamins. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Et justement, mais ça vaut aussi, les pires des États totalitaires n'arrivent pas en l'état à contrôler. L'Iran a réussi quand même pendant 15 jours, non? Ils ont réussi ça a été vraiment c'est un incroyable blackout quand même. Ils ont réussi à couper vis-à-vis de l'extérieur, mais pas totalement en interne. Enfin, quand même. Hein. Bon. Mais c'est pour ça que réfléchissons-y, parce que, bref, on ne va pas relancer une conversation maintenant, mais derrière l'interdiction des réseaux sociaux et la problématique de l'identification, on a entendu le gouvernement qui commence, ou un certain nombre de députés, à dire « Ah tiens, on va interdire les VPN. » Vous savez, les VPN, c'est ce qui vous permet de garder votre anonymat en ligne. Et il y a quand même un petit projet de contrôle social, mais on en reparlera une autre fois. Ouais, avec joie. La prochaine fois. Merci beaucoup. Sur Atlantic Causeur, tout est son contraire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, non. Ni pour ni contre. Bien au contraire. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci Jean-Sébastien.